bonsoir. La loi sur la CENI, un des textes majeurs adoptés par les députés. La session des lois 2018 a pris fin ce jeudi sur des notes positives. On reviendra sur quelques-uns de ces textes dans cette édition. Le parc du Moyen-Bafi, comment faciliter la cohésion entre activités minières et protection des espèces animales en voie d'extinction. Un projet vient d'être conçu pour mettre 5000 primates à l'abri des humains dans la zone. Des équipements pour la RTG Coloma, ils sont offerts par le chef de l'État pour corriger les problèmes de réception en province. Des détails tout à l'heure dans ce journal. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information qu'on ouvre par ces deux décrets. Le premier portant nomination du directeur général de l'Office guinéen des chargeurs, OGC. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Monsieur Mbani Sangari, ingénieur chimiste, est nommé directeur général de l'Office guinéen des chargeurs OGC. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié dans le journal officiel de la République. Conakry, 5 juillet 2018, signé professeur Alpha Condé. Décret portant rattachement de la SONAPI à la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. La Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière de Guinée-Sonapi est rattachée à la présidence de la République de Guinée. Article 2. Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celle du décret D 2016-124 PRG-SGG du 20 avril 2016. Article 3. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire et le ministre de l'Économie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de ce décret. Article 4. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 5 juillet 2018, professeur Alpha Condé. Le chef de l'État et la feuille d'audience donc à la présidence de la République, le président Alpha Condé a reçu hier mercredi le secrétaire exécutif du bassin du Niger. L'entretien a porté sur l'élaboration d'une stratégie de protection de ce domaine environnemental, l'environnement, un sujet cher au président de la République. Le point avec Ibrahima Keita. C'est une délégation de l'autorité du bassin du Niger, conduite par son secrétaire exécutif, qui a été reçue en audience ici au Palais Saoutouria par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Abderrahim Birimi et sa suite ont évoqué avec le chef de l'État toutes les questions liées à la réussite des différents projets du bassin du Niger. La protection du fleuve Niger, la lutte contre les activités humaines nocives à l'environnement, la construction du barrage Fomi avec à la clé le développement du secteur agricole, celui de la pêche et autres activités au bénéfice des populations riveraines. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a rassuré le secrétaire exécutif de l'autorité du bassin du Niger de son soutien total dans la mise en œuvre des ambitieux programmes dans les pays membres du Niger. Nous sommes venus d'abord à la suite de notre nomination à la tête de l'ABN, l'autorité des bassins du Niger. En tant que secrétaire exécutif, je suis venu pour présenter mes civilités au président de la République et le remercier d'avoir accepté la proposition faite par son collègue, le président tchadien Idriss Déby Itno, pour ma nomination. Et aussi, comme vous le savez, que la tête de source, il est ici en Guinée pour le fleuve Niger. Donc c'est tout à fait normal qu'on commence notre visite par la Guinée. Et nous avons débattu de deux sujets importants. L'un concerne le barrage Foumi, qui est un barrage important pour le fleuve Niger, et qui certainement va servir non seulement la Guinée, mais l'ensemble des bassins, dans beaucoup de domaines. Domaine de navigation,
domaine environnemental, domaine de l'agriculture, domaine de pisciculture, ainsi de suite. Deuxième sujet sur lequel nous avons échangé, aussi ça concerne le tête de fleuve, notamment au point de vue environnemental. Car il y a des activités humaines qui sont nocives à l'environnement, telles que l'exploitation minière traditionnelle, les fabriques de briques, le coupe abusif de bois, et ensemble avec le ministère de tutelle, avec le ministère ici présent, nous avons monté un projet ambitieux pour le tête de fleuve qui va couvrir au minimum 10 régions ici en Guinée, qui va toucher plusieurs domaines. L'agriculture, l'environnement au niveau des reboisements et des activités aussi génératrices de revenus pour les riverains du bassin. Abderrahim Birimi Ahmed et sa suite prévoient une visite de terrain durant leur séjour en Guinée. Autre audience à la présidence accordée cette fois-ci à Sekouba Bambino Diabaté, l'ambassadeur de l'UNICEF pour l'enfance, nouvellement nommé dans cette fonction. L'artiste guinéen est venu exprimer sa joie au chef de l'État et lui demander soutien dans la mise en œuvre de sa mission. Suivez. Après sa désignation comme ambassadeur de l'UNICEF pour l'enfance, Sekouba Bambino Diabaté, artiste international guinéen, a été reçu en audience par le président de la République, le professeur Alpha Condé. En compagnie du représentant de l'UNICEF, Sekouba Bambino était venu faire part au chef de l'État le choix de l'UNICEF le nommant ambassadeur de cette institution onusienne dans la défense des droits des enfants. Après avoir remercié l'UNICEF pour ce choix, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a donné d'utiles conseils à Sekouba Bambino en vue de mériter de cette confiance. Faut-il rappeler que Sekouba Bambino a commencé sa carrière avec l'orchestre Le Manding Kono de Sigiri avant de rejoindre le Bembeya Jazz National et International en 1987. Il intègre le groupe Africando en 1996. Mais depuis 1990, Sekouba Bambino a commencé sa carrière solo. Il s'agit désormais pour Bambino de mieux s'impliquer dans la protection sociale des couches vulnérables que sont les jeunes et les enfants. Sekouba Diabaté Bambino est déjà très connu, très populaire par son talent d'artiste, mais aussi par les valeurs qu'il porte et qui sont connues depuis de nombreuses années ici. Il est très respecté et surtout par les jeunes, la jeunesse qui l'aime beaucoup. Et donc pour nous, en tant que Fonds des Nations Unies pour l'enfance, c'est une opportunité immense pour faire vraiment passer les messages, des messages d'espoir, des messages positifs sur les différents aspects de la Guinée et aller de l'avant pour le progrès économique et social. Et donc avec Bambino, on a effectivement vu le discours du Premier ministre, qui est porteur de beaucoup de choses très importantes, sur la protection sociale par exemple, et sur la capacité de mettre en œuvre des transferts sociaux au bénéfice des plus vulnérables, et notamment, on l'espère, de l'enfance et de la jeunesse. Et donc c'est ce genre de valeurs et de projets que Bambino portera pour la Guinée. Sekouba Bambino Diabaté, lui, compte sur le président de la République et tout le peuple de Guinée pour mener à bien cette mission. Merci à l'UNICEF, merci à la Guinée, puisque l'UNICEF m'a vu en tant que fils de Guinée. Et la responsabilité qu'on m'a donnée aujourd'hui, ce n'est pas pour moi tout seul, c'est pour toute la Guinée. Et c'est ça que je venais de dire tout à l'heure, c'est pour le président, qui est la première personne de la nation. Donc c'est à lui qu'on a donné vraiment l'honneur. Donc on a parlé beaucoup de choses, et ce qui est de l'éducation des enfants, les mettre à l'école, la santé pour les enfants. Donc je demande à toute la Guinée de m'accompagner pour cette mission, que ce soit une mission grandiose. La culture au service de la protection sociale à travers la défense des droits des couches vulnérables. La loi sur la CENI, elle a été adoptée à l'Assemblée nationale hier mercredi. Le texte est une sorte de mise à jour du fonctionnement actuel de l'institution électorale. Certains points ont été revus à la faveur de la session des lois exercice 2018. Robert Siditonno.
Elle était attendue, elle a fait couler beaucoup d'encre et de salive. La loi sur la CENI est enfin adoptée par l'Assemblée nationale. Son adoption à la majorité des députés présents ce mercredi vient mettre à jour plusieurs dispositions de cette institution. Avant son adoption, la commission ad hoc mise sur pied par l'Assemblée nationale a apporté des précisions. Nous avons pris cette loi à laquelle tout le monde a accès et nous l'avons amendée article par article. À la fin du premier alinéa plutôt, il faut ajouter « Toutefois, la majorité présidentielle et l'opposition doivent être représentés chacun par au moins 3 partis politiques. » Le souci qui anime les uns et les autres ont animé les membres de cette commission ad hoc. Premièrement, respecter la parité entre l'opposition et la mouvance, qui est l'esprit de base de la création de la CENI. Deuxièmement, trouver qu'il soit une représentation beaucoup plus large de la classe politique. Et nous avons mis un autre filtre des partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale par au moins 2 députés. La conclusion était que, et tout le monde était d'accord, que notre CENI, dans sa structure, était la plus lourde de la sous-région. Notre CENI avait le budget de fonctionnement le plus élevé de la sous-région. Et notre CENI avait le budget électoral le plus élevé, même dans les pays qui ont 2 fois la population de la Guinée. Donc la commission a pensé que premièrement, toute la logistique lourde qui n'a absolument aucun impact sur les résultats soit enlevée de la CENI, ce qui représente, tenez-vous bien, à peu près 40% du budget. Conformément aux articles 232 et 133 de la Constitution et à l'article 2 du Code électoral, la CENI sera entièrement chargée de l'établissement et de la mise à jour du fichier électoral, de l'organisation, du déroulement, de la supervision des opérations de vote et de la proclamation des résultats provisoires sur toute l'étendue du territoire national. La loi ne semble souffrir d'aucune autre entorse avant l'organisation des prochaines échéances électorales. Elle serait même déjà approuvée par le chef de l'État selon un communiqué de l'Assemblée nationale. Le plus important d'abord, c'est de saluer le travail de la commission ad hoc qui a étudié le texte et qui a amendé les dispositions de beaucoup d'articles de la loi 016. Si vous constatez, cette loi en vigueur avait beaucoup de manquements. Disons que c'est une offre de soulagement. On vient encore cette fois-ci, si vous voulez, de respecter un des points de l'accord politique de 12 octobre 2016 qui disait qu'il fallait sur la CENI. L'occasion a été saisie par les élus du peuple de ratifier plusieurs conventions minières et projets de loi soumis à l'Assemblée nationale pour adoption au cours de cette session des lois 2018. Comme annoncé hier sur ce plateau, la session des lois a pris fin ce matin. Les travaux de clôture se sont déroulés en présence de plusieurs hauts responsables de l'administration. Parmi les projets adoptés à l'hémicycle, il y a cette loi sur la CENI qu'on vous a présentée tout à l'heure, mais aussi d'autres textes majeurs. Abdoulaye Diallo. Ce jeudi, la session des lois 2018 prend fin. Durant 90 jours, les députés ont examiné plusieurs textes. Parmi les plus attendus, celui lié à la proposition de loi relative à la CENI adoptée peu avant cette clôture. Le Code civil et le Code électoral programmés pour examen et adoption devront attendre encore. C'est là parce que le Code civil, embrassant pratiquement tous les domaines de la vie d'un pays, son examen a pris tellement de temps au niveau de la commission des lois que ce texte n'a pas pu être programmé au cours de cette session. Nous aurions pu aussi adopter le code électoral, mais il ne remplissait pas toutes les conditions nécessaires pour pouvoir l'être à cette session. Il nous reste maintenant à envisager de les adopter soit au cours des travaux sur la LFR, soit au cours d'une session extraordinaire à faire convoquer par son Excellence, Monsieur le Président de la République.
Le représentant du chef de l'État auprès des institutions a, au nom de professeur Alpha Condé, salué l'engagement et les efforts consentis par les uns et les autres quant au bon déroulement de cette session des lois. On a noté au cours de cette session le dévouement patriotique avec lequel chacun de vous s'est acquitté de la mission constitutionnelle et législative par le vote en connaissance de cause et dans la plupart des cas à l'unanimité de tous les textes qui ont été soumis à votre sanction par le président de la République et le gouvernement. De 2014 à 2018, cette législature a adopté 217 textes. Mais seulement 166 textes ont été promulgués à ce jour. Un écart que le président de l'institution dénonce. L'honorable Claude Kori-Kondiano parle du non-respect de l'article 95 de la Constitution guinéenne par l'exécutif. Surtout des accords pouvant avoir des implications financières pour l'État. Ces dispositions ne sont pas respectées à la lettre par le secrétariat général du gouvernement, qui soumet pratiquement toutes ces catégories de lois à la Cour constitutionnelle, alors que cela est facultatif pour les lois ordinaires. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale est donc chargé de veiller à ce que ces services travaillent dorénavant en étroite synergie avec ceux du secrétariat général du gouvernement pour le respect des procédures en matière de travail législatif. Dans son même discours de clôture, l'honorable Claude Kori-Kondiano n'a pas manqué de pointer du doigt certaines pratiques qui n'honorent pas, selon lui, l'État, avant d'insister auprès du pouvoir exécutif de promouvoir une répartition équitable du revenu national comme le souhaite le peuple de Guinée. Réajustement du prix du carburant, beaucoup de réactions au sein du mouvement social. Chez certains syndicalistes, des mesures d'accompagnement sont souhaitées, mais pas au point de paralyser la vie à Conakry à l'intérieur du pays. Après la FESABAG hier, c'est au tour du syndicat des enseignants aujourd'hui de se faire entendre. Suivez. Nous ne nous mêlerons pas de cette grève. En tout cas, le SLEG, le syndicat libre des anciens chercheurs de Guinée, continuera, n'est-ce pas, ses activités. Nous invitons tous les anciens à continuer à corriger, n'est-ce pas, les épreuves de bac et le secrétariat à se poursuivre normalement pour que les résultats soient donnés à temps opportuns. Et nous invitons également tous les anciens, n'est-ce pas, à ne pas respecter ce mot d'ordre qui n'est pas lancé par le SLEG. Puisque pour nous, l'intercentral devrait, n'est-ce pas, se battre au moment où le baril était à 27 $, c'est en ce moment qu'il devait insister auprès du gouvernement, n'est-ce pas, pour abaisser le prix. Maintenant que le prix du baril, n'est-ce pas, est allé jusqu'à 70 $, jusqu'au plus de 70 $, ils augmentent une augmentation, c'est parce qu'ils veulent de l'argent. Donc nous, on ne s'inscrit pas, n'est-ce pas, dans cette logique de grève. C'est pour ça que nous devons demander, n'est-ce pas, à tous les enseignants, n'est-ce pas, de se replier, de ne pas s'intéresser à ce mouvement de grève, mais que, de toutes les façons, que l'État voie, puisque quand le prix du carburant augmente, c'est le niveau de vie, n'est-ce pas, qui va être affecté. Donc c'est ça notre position. Et puis ce communiqué dans le cadre des négociations en cours et en référence au protocole d'accord du 19 février 2016, la ministre en charge du travail et de la fonction publique informe les partenaires sociaux, syndicats et patronats de la reprise des négociations demain vendredi, le 6 juillet 2018 à 15 h dans la salle de réunion du CPA du ministère de la fonction publique. À cet effet, les ministres invitent les secrétaires généraux de l'intercentrale CNTG, USTG et les présidents des organisations patronales CPEG, CNPG et PAG à se faire accompagner par leur équipe de négociation fait à Conakry le 5 juillet 2018, signé du ministre en charge du travail. La lutte contre la corruption, une priorité du gouvernement guinéen. Hier, une rencontre a permis de plancher sur l'actualisation des stratégies de lutte contre le phénomène. Un document va être élaboré avec des outils clés précis de bonne gouvernance et transmis à tous les acteurs impliqués dans cette lutte. Adi Kamara.
La corruption, un fléau qui gangrène nos sociétés. En Guinée, le phénomène est courant et part de lui dans le secteur public et privé. Eu égard donc à l'ampleur de la pratique, le gouvernement a mis en place un certain nombre d'institutions et d'instruments juridiques et réglementaires pour réduire le degré de corruption dans le pays. Ici, tous les acteurs nationaux et internationaux impliqués dans le processus d'actualisation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption étaient mobilisés. C'est à la demande de l'ANC que l'Union européenne, dans le cadre du PARJU, programme d'appui à la réforme du secteur de la justice, a accepté de prendre en charge l'organisation de ces 3 ateliers. Les 2 premiers ateliers, dits ateliers régionaux, l'un à Cancan, le second à Mamo. C'est le résultat de ces 2 ateliers régionaux qui ont été mis à la disposition de l'expert international, également mobilisé par l'Union européenne pour faire une touche, afin de permettre le document de stratégie de la Guinée soit arrimé aux normes internationales. Durant donc 2 jours, il a été question de cerner tous les paramètres liés à l'application stricte de la loi anticorruption en Guinée, tout en tenant compte de l'environnement social et économique des agents publics. Les documents que nous avons validés au cours de cet atelier permettront à la Guinée d'avoir un cadre référentiel qui permettra de prendre en charge, nous en sommes sûrs, très efficacement, le phénomène de la corruption dans ce pays qui en a besoin, notamment pour la protection des investisseurs et pour la protection de l'économie nationale. Une démarche qui cadre bien avec les orientations du président de la République, professeur Alpha Condé, en matière de promotion de la bonne gouvernance. Pour leur part, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont instauré le mécanisme africain des examens par les pairs pour soutenir leur volonté politique de lutter contre ce fléau et promouvoir la bonne gouvernance. Dans la volonté des gouvernements, la volonté de nos populations d'aller de l'avant pour réduire le poids de la pauvreté, de l'extrême pauvreté, les analyses concorde au constat que la corruption coûte environ 2% du produit intérieur brut. Cela veut dire que si vous prenez un pays comme la Guinée, qui tourne autour d'un taux de croissance de 8%, n'eût été les conséquences de ce fléau, la Guinée serait à 10 ou au-delà de 10%. C'est la raison pour laquelle, dès son accession à la magistrature suprême, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, a lancé un vaste chantier de réforme allant dans le sens du renforcement du cadre législatif, institutionnel et normatif de lutte contre la corruption, afin de consolider l'état de droit et de promouvoir la bonne gouvernance. Comme on le voit, le financement des priorités sociales et économiques passe nécessairement aussi par la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. Et dans cette lutte, Dr Ibrahima Kassouri Fofana, Premier ministre, chef de gouvernement, veut donner une touche toute particulière. Et cette note par laquelle le ministre des Travaux publics informe qu'en raison de la montée du niveau d'eau au pont de l'Insa en reconstruction, d'importants travaux de maintenance de la déviation sont envisagés dans l'immédiat. Par conséquent, le ministère des Travaux publics informe les usagers de la route nationale numéro 1 et les populations riveraines que la circulation de tout véhicule sera interrompue sur la dite déviation à partir du vendredi 6 juillet à 19h00 au dimanche 8 juillet à 10h00. Tout en présentant ses excuses, le ministère des Travaux publics, préoccupé par la sécurité des usagers et conscient des désagréments dus à cette interruption, sait compter sur la bonne compréhension de chacun et de tous. Signé le ministre
Mustafa Naïté. Un projet écologique pour protéger des chimpanzés, la création du parc du Mouin-Bafi. Plus de 5000 primates vivent dans cette partie du pays et pourraient être exposés aux dangers des projets miniers dans la périphérie. Concilier activité minière et protection environnementale, c'est l'enjeu principal de ce projet. Mamadou Alpha Baldé. Dans un pays au potentiel minier et hydroélectrique rare au monde, la prise en compte des questions environnementales s'avère indispensable pour une protection efficace de la biodiversité. Avec la plus importante population de chimpanzés de la sous-région, un projet de création d'un parc dans le Mouin-Bafing fait du chemin. La zone abrite des concessions minières et la limitation des impacts de la construction du barrage de Koukutamba sur les primates estimés à plus de 5000 est un débat entre acteurs sociaux et ONG comme la Fondation pour la protection des chimpanzés à Conakry. Il faut comprendre qu'il ne s'agit pas de faire l'environnement d'un côté ou le développement, mais on parle ici uniquement de l'environnement et le développement. Et c'est important de comprendre que ça se fait en harmonie. Et si vous considérez les facteurs de l'environnement, vous assurez un développement durable. En faisant un parc national, aujourd'hui, il s'agit d'assurer une vie durable aux gens de la région. Donc vous n'aurez plus ces paysages lunaires qui sont produits par les miniers, mais à côté on aurait des systèmes environnementaux qui sont productifs avec de la forêt, avec des cours d'eau qui coulent toute l'année. Ici, il est question de définir des approches concrètes et réalisables pour réduire, voire compenser de façon significative les impacts immédiats et futurs des infrastructures prévues dans cette partie du pays sur l'environnement et éviter d'éventuelles catastrophes écologiques. Il y a des enjeux économiques extrêmement importants, notamment la construction du barrage de Koukutamba et ensuite l'exploitation minière. C'est une zone qui est encore riche justement en ressources minières. Et en même temps, il y a le volet environnement. Donc il est important de concilier ces deux volets, environnement et développement économique, justement, afin de permettre justement à nos populations de bénéficier de tous ces aspects, non seulement du développement économique, mais également de la protection justement de la biodiversité. Donc en termes de bassin versant, le couvert végétal est indispensable pour maintenir le débit du cours d'eau et alimenter un barrage de façon constante et avoir de l'électricité en permanence. Si on veut avoir de l'électricité en permanence, on doit faire en sorte que le couvert végétal en amont du barrage soit bien conservé et que les infiltrations se passent bien et que le débit des cours d'eau soit constant. Avec la création du prochain parc du Mouin-Bafing qui touchera environ 240 villages, la plus dense population de chimpanzés de la sous-région, une espèce en voie de disparition, pourrait être protégée de façon durable et efficace pour toujours. Russal Sebeka met un accent sur la réalisation de plusieurs infrastructures pour les communautés. Mambia et Fegiagbe bénéficient respectivement de postes de santé et d'écoles primaires. Les responsables russes et guinéens ont procédé à la remise officielle des dites infrastructures. Reportage Habib Cham. C'est le soulagement à Binkili, autre district situé à Mambia, dans la préfecture de Kindia. En application du contenu local, Russal Sebeka offre ce poste de santé à la localité. Le coût de la construction et de l'équipement du dit centre, financé par les propres moyens de l'entreprise, s'élève à plus de 350 millions de francs guinéens. Je souhaite en ce jour mémorable que cette nouvelle infrastructure puisse contribuer à améliorer l'accès des populations de Binkili à des services de santé de qualité. À Kamarabougni, dans la sous-préfecture de Frigiagbe, c'est la toute première école qui voit le jour. Autre symbole de l'engagement de Russal Sebeka pour la promotion des infrastructures de base dans sa zone d'exploitation. Je suis sûre et certaine que ces édifices auront des répercussions très bénéfiques sur nos populations riveraines des carrières de Baléa, dont l'exploitation est en cours à ce moment. Cette école de 3 salles de classe vient contribuer à coup sûr à l'atteinte des objectifs de l'éducation de base pour tous.
Enseignant du village, Tidjane Kamara a passé plusieurs années à encadrer les élèves sous ce hangar. Son courage est récompensé. Quand je serai dans le bâtiment, là, je vais faire le meilleur de moi-même pour donner de plus aux enfants d'ici. En 2011, Roussal Sebeka a reconstruit et équipé une école de 3 classes à Débélé. Entre 2013 et 2016, la compagnie a également construit un lycée de 12 classes avec tous ses accessoires dans la même cité. Des investissements précédés de grands axes d'intervention dans le domaine de la santé et de l'éducation au cours des années précédentes. Équipements pour corriger les problèmes de réception de la radio et de la télévision nationale en province. Des équipements offerts par le chef de l'État et remis au chef du département de la communication, Bernard Tonguinon. C'est le début d'une opération de réhabilitation des équipements et installation de la radio et la télévision nationale. C'est une action du ministère de la Communication et de l'Information. En panne depuis quelques mois, ces émetteurs de la radio-télévision de Boulbinet sont désormais fonctionnels. Pour assurer la réception des images de la télévision et du son de la radio nationale à l'intérieur du pays, un lot d'équipements commandé par le chef de l'État est arrivé à Conakry. Vous voyez les filières dont je vous parle, ça sert l'intermédiaire entre les équipements, l'émetteur, que ce soit en radio ou en télévision, dans un centre de diffusion, et les aériens, les antennes qui sont en haut, via une boîte de jonction qu'on appelle la BJ. Bon, ce sont les filières qui sont redéployées à l'intérieur du pays, parce qu'on a quelques centres à l'intérieur où ça ne marche pas, ça ne va pas du tout. Les stations sont arrêtées. L'achat de ces équipements fait suite à l'engagement du chef de l'État de servir les populations, même celles des zones les plus reculées, en images et en son de la radio et de la télévision nationale. Le chef de l'État, ayant constaté qu'un certain nombre de localités à l'intérieur du pays ne disposaient pas du signal de la télévision nationale et de la radio nationale, a jugé nécessaire de mettre en priorité le rétablissement rapide et immédiat du signal de la télévision nationale et de la radio nationale. Donc le président de la République a pris dans ses ressources propres, j'insiste là-dessus, pour acquérir ces câbles, ces 10 rouleaux de 120 mètres de feeder, pour que très rapidement nous puissions rétablir le signal dans toutes les localités impactées à l'intérieur du pays. À ce jour, avec les moyens du bord, nous avons pu rétablir le signal à Farana, à Kissidougou, à Kirouané, à Mandiana et à Boké. Dans les prochains jours, une équipe de techniciens sera constituée pour l'acheminement et l'installation du matériel sur les sites déjà identifiés à l'intérieur du pays. Du côté de la RTG Boulbinet, le temps est à la relance. Ce médium des services publics est confronté à quelques difficultés de fonctionnement. Mais il y a une bonne nouvelle. Une délégation turque était sur les lieux pour peser l'aide à apporter. Dans le même besoin se trouve le siège du journal Auréa. Mohamed Souma. De l'imprimerie Akbar au bloc technique de la RTG Boulbini, la situation actuelle des installations est largement expliquée à l'ambassadrice turque auprès de la Guinée. Ainsi, elle souhaite apporter une assistance matérielle à ces deux structures du ministère de la Communication où les activités sont au point mort. Un éventail de promesses qui prouve une nouvelle fois l'attachement des autorités de la Sublime Porte à la Guinée. Au cours des entretiens, les responsables de ces deux médias d'État sont invités à fournir des mémos à l'ambassade de la Turquie. Ces documents doivent contenir les besoins matériels afin d'évaluer les possibilités d'accompagnement. La formation du personnel sera non négligeable. Au niveau des journalistes, on a même spécifié les spécialités. La Turquie forme naturellement les spécialistes à l'économie, les spécialistes à l'énergie, les spécialistes en politique. Et ça, c'est faisable. Nous avons ajouté les questions sociales pour le cas de Boulbini parce que c'est une station de proximité. Nous avons tout l'espoir de ce que les partenaires turcs pourraient apporter à nous. Ils apporteront ce n'est pas quelque chose qui est programmé pour le long terme, c'est dans l'immédiateté. Dans l'immédiateté, nous devons avoir accès à certaines formes d'assistance. Avec l'engagement de l'ambassadrice turque, un nouvel espoir renaît chez les responsables et travailleurs du quotidien national Auréa et de la RTG Boulbini, une maison de télé et de radio inscrite dans un programme de rénovation
avec la Chine. Naufrage hier sur le bras de mer reliant Kassonia au kilomètre 36. Bilan, 5 portées disparues retrouvées ce soir. 2 pirogues sont entrées en collision. À leur bord, 22 personnes. Les opérations de recherche sont en cours. Ansoumane Toumani Camara. Après le naufrage survenu mercredi 4 juillet, 4 personnes sont retrouvées sur les 5 portées disparues. Les opérations de recherche sont conjointement menées par les piroguiers locaux et les plongeurs de la préfecture maritime. Nous avons mobilisé les plongeurs, les scaphandriers de la Marine nationale, et nous nous sommes rendus à l'agence de navigation maritime. Et ensemble, nous sommes venus avec un certain nombre de gilets pour d'abord procéder à la recherche des corps disparus. Et ensuite, dans les circonstances que nous tous nous déplorons, distribuer ces gilets de sauvetage. Avec ce drame-là, nous avons les statistiques que nous avons recueillies avec les gens. Il y avait en tout 22 passagers. 22 passagers dans les 2 barques. Il y a eu 17 rescapés. Dans les 17 rescapés, 5 portées disparues. Maintenant, à l'heure où nous en sommes, on a repêché d'abord 3 corps. Pendant que les travaux de réhabilitation du pont tirent à leur fin, 2 pirogues, dont une motorisée, sont entrées en collision. C'était lors de la traversée de ce bras de mer reliant le district de Kassonia au kilomètre 36. Dans les circonstances de l'accident, le jeune Wendino, qui est le conducteur de la pirogue à moteur, c'était sa première fois. C'était sa première fois. Lui, il navigue ici, mais avec les ramettes, les baguettes. Maintenant, hier, son ami Ibrahim Ansori, qui est le propriétaire de la pirogue, était fatigué en partant, a laissé sa pirogue ici. Maintenant, lui, il est parti embarquer beaucoup de personnes. Maintenant, en venant, la vitesse était supérieure à sa capacité de navigation et il n'a pas pu dévier son ami. C'est là où il y a eu collision et les éléments, les personnes qui étaient dans la petite pirogue se sont accrochées à la grande qui s'est renversée et à un moment dangereux au niveau de l'eau. Le port dont il s'agit n'était pas un port de transport des passagers. C'est créé circonstanciellement parce que le pont est en réparation, les gens ne peuvent plus l'utiliser, donc ils prennent des petites embarcations pour assurer le trafic des 2. Les recherches se poursuivent pour retrouver le dernier des 5 portés disparus. Les autorités locales de Koya et les populations du district de Kassonia mutualisent les efforts pour désormais sécuriser la traversée de ce bras de mer. Le port obligatoire des gilets de sauvetage est l'une des mesures prises. La préfecture maritime a sur place offert 20 gilets de sauvetage aux autorités du district de Kassonia. Concernant le pont métallique, les travaux des 3 structures sont terminés et seront dans les jours à venir installées. Dans l'actualité nationale encore, cette opération d'enquête démographique lancée par la Direction nationale des statistiques. L'action va durer 3 mois et permettra de cerner les réalités, surtout en matière d'alimentation à l'intérieur du pays. Tawel Kamara. Ils sont plus de 100 agents recrutés par l'Institut national de la statistique. Ils doivent se rendre dans les différentes localités du pays pour mener l'enquête sur les conditions de vie des ménages. Avant leur départ, ces agents enquêteurs sont sensibilisés sur le bon comportement à tenir sur le terrain, mais également l'utilisation correcte des outils de collecte de données. Nous, la banque, on est avec la Guinée pour l'amélioration des statistiques et les enquêtes de base. Et ce type d'enquête, nous l'avons financé en 2007 et en 2012. Nous sommes en 2018. C'est une enquête qui est fondamentale pour mesurer l'amélioration des conditions de vie des ménages. La durée de cette enquête sur la pauvreté en Guinée est de 3 mois sur l'ensemble du territoire national. Déjà, le gouvernement et ses partenaires ont mis tous les moyens logistiques et financiers à la disposition des équipes déployées sur le terrain.
Au total, j'ai 10 ZD et appelés ZD jeunes de dénombrement qui seront couverts par mon équipe sur le terrain durant les 90 jours d'activité. Et cette enquête a pour but d'évaluer les conditions de vie des ménages et afin de permettre à l'État guinéen de prendre des dispositions et ses partenaires permettant d'améliorer les conditions de vie des ménages guinéens. La réalisation de cette enquête va nous permettre de connaître d'abord le niveau de consommation des ménages en Guinée, ce qui est important pour l'évaluation du PIB. Ça va nous permettre de connaître la liste des biens et services qui sont consommés par les ménages guinéens. Ça nous permet de changer la base de notre indice de prix à la consommation. Parce que nous connaissons, à partir de cette enquête, on va non seulement connaître la liste des biens, mais aussi le poids de chaque bien dans le niveau de consommation. Les résultats de cette enquête seront un guide pour les autorités du pays et ses partenaires en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. La dernière enquête sur la pauvreté en Guinée a été réalisée en 2012 par l'Institut national de la statistique. Selon ces résultats, le taux de pauvreté était à environ 55% dans le pays. Page noire, Adja Nunkumba Touré n'est plus. Cette campagne de l'indépendance a rendu l'âme à 89 ans. Le peuple de Guinée lui a rendu un hommage mérité mercredi au Palais du Peuple. Diana Yansane. C'est une compagne de l'indépendance, Adja Nunkumba Touré. Elle fait partie des figures emblématiques de l'histoire du PDG RDA. Elle nous quitte à l'âge de 89 ans. Adja Nunkumba Touré était une célèbre actrice de la Première République dans son combat pour l'indépendance et pour l'émancipation des peuples africains. Dame Adja Nunkumba prit part aux activités politiques en compagnie de son mari dans toutes les régions où ils servirent. Tous les deux furent compagnons de l'indépendance. Partout, son humanisme, sa disponibilité au service des populations, son humilité dans son ménage ont marqué tous ceux qui l'ont côtoyé. Née en 1929 à Farana, Adja Nunkumba Touré a été une référence et une inspiration pour sa famille, mais aussi dans son foyer où elle jouait pleinement son rôle de femme modèle. Aujourd'hui, ses proches se remémorent de cette battante défunte. Mpene nous a beaucoup marqué, d'abord par sa fidélité à l'idéal que son frère a toujours défendu. Elle avait cette capacité d'écoute pour tout le monde, des plus pauvres aux plus riches. Et cette capacité de respecter tout le monde, y compris ceux qui le méritaient le moins. Nous continuerons à prier pour le bien-être du peuple de Guinée. Et nous n'oublierons pas les leçons de solidarité qu'ils nous ont laissées. Tu nous laisses la lourde tâche de continuer sans toi, mais nous te le promettons de te rendre fier de nous et de rester unis. Tu voulais nous y préparer car tu savais bien que ce serait difficile, une réalité insupportable. On n'est jamais prêt pour ça. L'une de ses plus proches est Aminata Touré, celle qui rappelle tout au moins l'image de sa tante qui l'a affectionnée et qu'elle n'oubliera jamais. J'ai grandi avec Adja Nunkumba. Elle est ma mère, mon père. Elle était tout pour moi. Je me rappelle et je me rappellerai toujours de tous les conseils qu'elle me donnait. Et je m'efforcerai de mériter la confiance qu'elle avait placée en moi et en mes frères. Adja Nunkumba est décédée comme elle a vécu, dans le calme, dans la sérénité. Je me rappelle, il y a 2 ans, elle m'a appelé à Rabat, elle me dit, Natoma, assieds-toi, on va apprendre à 2 Yassine, la sourate Yassine. Je lui ai dit, je ne crois plus que je sois capable d'assimiler. C'est trop long.
ce que j'ai déjà appris, ce que tu m'as appris déjà, je pense que je peux me servir de cela. Après les derniers hommages rendus à Hadja Nunkumba au Palais du Peuple, les proches et la famille l'ont accompagné à sa dernière demeure ce mercredi au cimetière de Cameroun. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Amine, je reviens sur ce communiqué. Dans le cadre des négociations en cours et en référence au protocole d'accord du 19 février 2016, les ministres en charge du travail et de la fonction publique informent les partenaires sociaux, syndicats et patronats de la reprise des négociations demain vendredi 6 juillet 2018 à 15h dans la salle de réunion du CPA du ministère de la fonction publique. À cet effet, les ministres invitent les secrétaires généraux de l'intercentrale CNTG-USTG et les présidents des organisations patronales CPEG, CNPG et PAG à se faire accompagner par leur équipe de négociation. Conakry, 5 juillet 2018, le ministre en charge du travail, M. Lansana Komara. Restez fidèles à nos programmes. Après ce journal tout à l'heure, vous suivrez les clarifications du ministre de l'administration du territoire sur la décision souveraine du gouvernement d'installer les élus locaux dans 330 communes. C'est dans l'entretien de Coloma avec Aboubakar Kamara. C'est la fin de cette édition d'information. Demain, vous serez avec Mohamed Lamine Solano pour d'autres informations. Bonsoir.